On va commencer donc la dernière session avec Margot Gégaden de Paris. Bonjour. Induction de l'ovulation par ablation ovarienne par voie vaginale éco-guidée chez les patientes infertiles atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. J'ai vu le dossier. Très bien. Bonjour à tous. Moi, je remercie l'Académie de m'avoir sélectionné aujourd'hui et j'ai le plaisir de vous présenter mon travail sur l'induction de l'ovulation par ablation ovarienne dans le contexte du syndrome des ovaires polykystiques. Donc, c'est un travail, vous allez voir, qui est assez international entre l'Angleterre, la France et les États-Unis, où ça a démarré avec l'équipe du professeur Fernandez au CHU de Bicêtre, avec qui j'ai fait mon clinica, puis il a pris sa retraite et moi j'ai pris mon envol dans le privé, mais l'étude continue et me suit. Donc, le contexte, c'est le syndrome des ovaires polykystiques. Ça concerne environ 5 à 15% des femmes en âge de procréer. Ces patientes, elles répondent à deux critères deux des trois critères de Rotterdam, qui sont l'oligoanovulation, l'hyperandrogénie clinique et ou biologique. Et des ovaires polykystiques à l'échographie, ça correspond à peu près à 20 à 25 follicules en trop par ovaire. Elles ont un retentissement important puisqu'elles ont un syndrome métabolique, elles ont une infertilité puisqu'elles sont anovulatoires et une hyperandrogénie clinique. Donc en fait, dans la prise en charge de l'infertilité de ces patientes, là, en première intention, normalement, on fait des règles hygiéno-diététiques et puis on leur propose un traitement médicamenteux par comprimé qui est le Clomid. On a à peu près 80% de réussite de ce traitement, mais on a quand même 20% des patientes qui ne répondent pas ou qui répondent trop. Donc on va leur donner un traitement de deuxième intention qui est soit médical avec une stimulation par gonadotrophine, soit qui va être chirurgical, qui est le drilling ovarien, qui consiste à détruire à peu près 5 à 10% du cortex ovarien pour retrouver des ovulations spontanées. Il faut savoir qu'il y a exactement la même efficacité dans la littérature. Alors, le drilling, l'efficacité, c'est 50 à 80% d'ovulation spontanée dans les 3 mois et on a 60% de grossesse à 12 mois. Il n'y a pas d'impact sur la réserve ovarienne, ça ne crée pas d'insuffisance ovarienne précoce. L'avantage, c'est par rapport aux gonadotrophines, c'est que vous avez un coût inférieur, vous avez un effet sur le long terme, parce que vous avez une diminution de l'AMH qui perdure pendant 9 ans. Vous avez une diminution des risques de grossesse multiple, diminution du risque des hyperstimulations, vous avez une amélioration de la qualité de vie des patientes, puisque vous avez une amélioration de l'hyperandrogénie, du syndrome métabolique, et puis les patientes, elles vont ovuler spontanément au long cours, donc elles vont pouvoir avoir leurs enfants comme tout le monde à la maison et pas avec les médecins. Donc actuellement, les techniques de drilling chirurgical, je vous disais, le but c'est de détruire 5 à 10% du cortex ovarien. Elles se font principalement par célioscopie voie haute ou maintenant également par célioscopie par voie vaginale vénote. Et on a aussi l'hydrolaparoscopie transvaginale qui est la fertiloscopie qui est moins pratiquée pour des problèmes techniques mais qui est un équivalent globalement maintenant du vénote. Il faut faire des multiples perforations ovariennes bilatérales. Alors le mieux, c'est de le faire à la bipolaire. Vous faites 8 à 10 perforations ou vous le faites au monopolaire. C'est moins recommandé parce qu'il y a plus d'adhérence et il y a plus de diffusion du courant électrique, donc vous avez plus de destruction ovarienne. Le problème, c'est que ça reste un bloc, vous avez une anesthésie générale, vous avez des complications liées à l'anesthésie générale, à l'introduction des trocars pendant la célioscopie, vous avez des risques d'adhérence liés à la célioscopie et à l'utilisation du monopolaire, qui est de 20 à 60%, et vous pouvez avoir des plaies d'organes avoisinants. Le problème également, c'est qu'il est recommandé de faire du bipolaire, mais en fait, il n'y a aucun instrument spécifique qui a été créé. C'est un peu du bricolage. Vous prenez une pointe bipolaire, vous êtes obligé de faire couler de l'eau parce que pour qu'il y ait une conduction du courant. Donc, c'est pas si évident que ça de faire un drilling bipolaire en célioscopie. Et puis, le post-op, c'est un post-opératoire d'une célioscopie classique. C'est la même chose pour le vénote. Vous avez des cicatrices abdominales ou vaginales, vous avez des antalgies palier 1 ou 2, un arrêt de travail de 7 à 10 jours, une contre-indication au sport, une contre-indication au rapport dans le vénote, alors que le but, c'est quand même d'avoir une grossesse, et les contre-indications à la baignade. Donc nous, on a décidé d'instaurer, d'innover et de faire une nouvelle technique de drilling qui soit facile, reproductible, sûre et on utilise en fait la technique comme la ponction ovarienne dans les FIV et on va utiliser la technique de la radiofréquence bipolaire pour pouvoir détruire ces 5 à 10% du cortex ovarien. Donc on le fait sous anesthésie locale, c'est plus de l'anesthésie générale, vous n'avez pas de cicatrice.
C'est transvaginal éco-guidé, comme la fonction de l'ovocyte, comme je vous l'ai dit. La radiofréquence bipolaire, vous avez donc moins d'adhérence et vous aurez qu'un ou deux points d'entrée sur l'ovaire. Ça se fait en ambulatoire, vous avez un arrêt de travail de 24 heures, une reprise des activités à J1 et de l'antalgie pallier uniquement. Pour pouvoir faire ça, on a dû innover, donc on a dû créer une aiguille écogénique à usage unique avec une électrode de radiofréquence bipolaire qui est rétractable. Pour qu'on soit le plus safe possible, on a dû créer un guide de fixation de l'aiguille et bien sûr, on a créé un générateur de radiofréquence. Donc l'aiguille et l'électrode sont écogéniques, vous voyez sur l'écran ici, comme l'introduction de l'aiguille, qu'on voit très bien, et puis vous allez avoir le déploiement de l'électrode, qui est également très bien visible à l'échographie, ce qui vous permet de travailler en sûreté. L'aiguille est fixée sur la sonde, donc comme je vous disais, au départ, on n'avait pas ce système de fixation, puis on l'a créé parce qu'en fait l'aiguille bougeait, et avec l'électrode et le déploiement de la radiofréquence, on ne voulait pas avoir de lésions d'organes avoisinants. Un générateur de radiofréquence avec des paramètres d'ablation fixes. Ça monte à 85 degrés pendant 60 secondes avec une puissance inférieure à 10 watts. Le but, c'est d'utiliser le bipolaire pour limiter les adhérences. Et puis, on va faire un ou deux points d'entrée sur l'ovaire. Quand vous voyez sur les photos comparatives, le drilling classique, vous avez de multiples petits trous. Et ça, c'est une célioscopie après ablation voie vaginale éco-guidée. Vous voyez, le point d'entrée est dessous et il y en a un unique, ce qui réduit votre risque d'adhérence. Vous n'avez pas de destruction de la surface ovarienne. Et on a un calcul en fonction du volume pour pouvoir détruire 5 à 10% du volume ovarien. En moyenne, c'est 6 à 8 ablations par ovaire. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe en pratique. Donc, au départ, on les a toutes fait au bloc opératoire pour une question de sécurité. Maintenant, le but, c'est de les sortir du bloc, c'est de faire ce qu'on appelle du hors-bloc. Là, vous avez l'aiguille avec l'électrode. Donc, l'aiguille, le fixateur d'aiguille. Vous allez mettre une protection comme dans n'importe quel écho endovaginal. On utilise un guide de ponction d'ovocytes classique. Puis, vous allez pouvoir introduire votre aiguille, la fixer, sortir l'électrode, la rétracter, rebouger votre aiguille. Donc les dames, elles ont un bloc paracervical. Donc ça consiste à faire des injections de lidocaïne aux 4 cadrans du col. C'est absolument indolore. Et puis on leur met un casque de réalité virtuelle pour qu'elles puissent un petit peu s'éloigner du bloc. La procédure, elle dure à peu près 20 minutes. Donc on commence par un repérage échographique de l'ovaire avec un calcul de son volume, qui va nous permettre de savoir combien d'ablations on va réaliser. Puis on va introduire l'aiguille dans l'ovaire. Donc il faut savoir que les ovaires polykystiques, c'est des ovaires qui sont assez rigides, donc il y a un tout petit coup de main à prendre. C'est un petit coup sec pour pouvoir rentrer dans l'ovaire par rapport à une ponction d'ovocyte classique où les ovaires sont plus mous. Vous allez déployer votre électrode, actionner. Voilà, on voit très bien le déploiement de l'électrode. Et puis vous allez actionner grâce à une pédale la radiofréquence. Et vous allez voir, c'est très hyper écogénique. Ça dure 1 minute. Puis vous allez rétracter votre électrode, reculer votre aiguille et recommencer. Donc on recule de proche en proche, ça se fait toujours du plus profond au plus près pour limiter les risques de blessure des organes avoisinants. Donc la phase initiale expérimentale, elle a commencé en Angleterre avec le professeur Hammer, qui est vraiment le ponte du drilling international, et donc avec qui on a développé ce process. On a commencé en ex vivo et en intra vitro sur les vaches qui ont les ovaires les plus ressemblants au syndrome des ovaires polykystiques. Et puis, on est passé sur des études cliniques, donc 2 essais cliniques ultra qui ont permis d'évaluer l'ovulation et la grossesse chez les femmes après cette procédure pendant 12 mois. Donc, on a fait 2 études de faisabilité qui ont démarré d'abord en Europe avec la France, l'Allemagne et l'Angleterre, puis les États-Unis nous ont rejoints. On a traité 32 patientes, 27 en Europe. Moi, j'ai fait à peu près la moitié à bicêtre. Donc par procédure, il y avait 4 à 8 ablations par ovaire en fonction du volume. Donc les principaux critères d'inclusion, c'était des femmes âgées de 18 à 40 ans qui avaient un diagnostic de SOPK, absence d'ovulation, même sous traitement de première intention et un IMC inférieur à 35. Elles ne devaient pas avoir eu de traitement dans les 6 semaines avant la procédure. On pouvait éventuellement réintroduire un traitement 3 mois après la procédure.
Donc, on a eu une première phase qui s'est passée à Londres, donc la phase A, où on faisait le protocole d'ablation ovarienne guidée par voie vaginale, et puis on faisait une célioscopie pour voir un petit peu ce qui se passait dans le ventre après ça. Puis on a eu une phase B où on a fait uniquement le protocole d'ablation ovarienne, et puis les patientes étaient suivies. On faisait un dosage sanguin de progestérone hebdomadaire pour savoir si elles avaient ovulé ou pas, jusqu'à 12 semaines. Puis il y avait un suivi échographique à 3, 6, 9 et 12 mois, puis un suivi à 24 mois. Donc la faisabilité, on est à 100% des procédures qui ont pu être réalisées avec au moins un ovaire traité. Dans 26 cas, on a pu traiter 2 ovaires, et dans 6 cas, il n'y a qu'un ovaire sur 2 qui a pu être traité. 4 étaient trop petits, donc en fait avec un risque de destruction, ou il y en avait 2 qui étaient, qui étaient non accessibles, qui étaient en position abdominale, donc on ne les a pas traités. À savoir que dans la littérature, il n'y a pas de données sur le drilling s'il vaut mieux traiter 1 ou 2 ovaires. En moyenne, on avait 2 points d'entrée par ovaire. Les patientes, elles ont eu une antalgie simple, que ça soit au bloc opératoire et en post-opératoire. Elles ont toutes été en ambulatoire et elles ont toutes repris leurs activités à J1. Au niveau de la sécurité, on a eu 2 événements indésirables graves. Donc en fait, dans la phase A, à Londres, on avait fait le protocole d'ablation et derrière, on faisait des célioscopies. Et malheureusement, sur 2 patientes, il y a eu des plaies d'organes avoisinants à l'introduction des trocars. Donc en fait, on a 2 événements graves, mais qui sont absolument pas liés au protocole d'ablation par voie vaginale, mais à la célioscopie de contrôle. Concernant vraiment juste l'ablation par voie vaginale, on a eu 26 événements indésirables, mais qui sont peu importants, puisque c'était principalement des douleurs, des saignements, des crampes, des céphalées ou de la fatigue, qui étaient tous spontanément résolutifs. Au niveau des résultats, pour l'efficacité, on a pu suivre 80% des patientes à 12 mois. On a 50% d'ovulation spontanée à 3 mois, donc ce qui correspond tout à fait aux données de la littérature. 77% d'ovulation cumulative à 12 mois, avec reprise d'induction de l'ovulation en première intention. En fait, il faut savoir que le drilling, si vous n'arrivez pas à restaurer des ovulations spontanées, si vous remettez du clomide chez une patiente qui était résistante, après un drilling, elle arrive à ovuler sous clomide. Donc, ça a quand même un bénéfice. Et on a 46% de taux de grossesse cumulative à 12 mois, dont 10 spontanés. Et on en a 2 avec de l'assistance médicale à la procréation, une avec une insémination, parce qu'il y avait un facteur masculin, et une avec une fille. Donc là, actuellement, où est-ce qu'on en est? On est sur une étude randomisée qui est sur l'efficacité et la sécurité. Alors actuellement, elle est que aux États-Unis, parce que malheureusement, ils ont eu le marquage FDA avant le marquage CE. Donc moi, j'attends pour recommencer. A priori, ça devrait être pour janvier 2026. L'étude randomisée, elle est sur 195 patientes. Les critères d'inclusion sont comparables aux études ultra. En fait, on a un groupe témoin qui, pendant 3 mois, n'a pas de traitement, puis on lui propose la procédure et elles ont un suivi jusqu'à 36 mois. Et on a un groupe traitement où on fait la procédure et elles ont un suivi à 36 mois. Là, sur les 195 patientes aux États-Unis, ils en ont inclus une trentaine à peu près. Donc voilà, je vais pouvoir rejoindre à partir de janvier, si tout va bien. Je vous remercie de votre attention. Bravo, c'est formidable ce que vous faites. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on doit avoir un micro devant toi. Devant toi. Le syndrome des ovaires. Le syndrome des ovaires polykystiques est classé depuis peu comme une comorbidité liée à l'obésité, ce qui permet aux femmes qui ont un syndrome des ovaires polykystiques avec un IMC supérieur à 35 d'être proposées pour un parcours de chirurgie bariatrique. Dans votre série, vous avez des patientes avec un syndrome des ovaires polykystiques et un IMC inférieur à 35. Alors, que faites-vous quand la patiente a un IMC supérieur à 35?
Alors, en France, c'était 35, aux États-Unis, c'était 40. Et en fait, les premières études, elles ont été faites inférieures à 35 parce que c'est un critère de réussite pour le drilling, pour l'efficacité. Normalement, dans les critères de réussite, c'est un IMC entre 25 et 35. Donc, c'est vrai que sur les premières études, on avait mis ce critère. Après, on peut quand même proposer un drilling à des patientes d'obésité morbide. C'est juste qu'on a un peu moins de réussite. Et moi, je trouve que c'est d'autant plus intéressant cette technique parce que par rapport à une célioscopie chez une obèse, c'est beaucoup plus faisable en fait. Ah, Voilà. j'ai de la chance parce Mm. que je suis chirurgien bariatrique et le centre de PMA qui travaille avec moi me confie les patientes obèses avec supérieures à 35 avec un syndrome des ovaires polykystiques pour que je les mette dans un parcours de chirurgie bariatrique. 6 à 9 mois après, je les opère et environ 1 à 2 ans après, elles arrivent à avoir un enfant pour quelques-unes d'entre elles. Mm. Je Donc, pense que c'est une collaboration, hein, tout à fait. c'est une collaboration, est-ce que vous ne l'avez pas cité dans votre présentation, mais l'amaigrissement provoqué par la chirurgie bariatrique ou même par d'autres techniques comme les analogues du GLP-1, ça fait partie du traitement du syndrome des ovaires polykystiques. Êtes-vous d'accord? Tout à fait. Et c'est pour ça que normalement, en première intention, on propose des règles hygiéno-diététiques. Il est montré que normalement, si les patientes perdent 5 à 10% de leur poids, elles retrouvent des ovulations spontanées. Alors effectivement, la chirurgie bariatrique sur des IMC supérieurs à 35 est tout à fait intéressante. Donc, la chirurgie Mm. bariatrique traite le syndrome des ovaires polykystiques. Je vous remercie. J'ai une petite question technique. Je veux dire, la surface corticale, je veux dire, qui doit être détruite. Bon, premièrement, comme ça, quel est le... Il y a deux questions. La première, c'est comment ça a été défini, je veux dire, cette surface, parce qu'on pourrait dire 5, 10, 15, 20, j'en sais rien. Et la deuxième, je veux dire, quand on l'a fait par thermique, enfin, comme vous la faites, alors là, je voudrais que vous m'expliquiez pourquoi un seul orifice peut arriver à faire le même effet de destruction, alors que là, forcément, je veux dire, pour arriver à avoir la destruction corticale superficielle, il y a une attrition tissulaire beaucoup plus importante en profondeur. Alors, en fait, pour répondre à votre première question, c'est un calcul. En fait, dans la littérature, comment, c'est déterminé que c'est 15 à 10% du cortex ovarien. Voilà. Après, nous, on fait un calcul. Comment? Pourquoi? Alors, je ne suis pas vraiment capable parce qu'au départ, on s'en est rendu compte que pour comment ça a commencé le drilling, c'est qu'ils ont enlevé des ovaires pour des kystes et puis ils se sont rendus compte que la dame, après, elle ovulait spontanément. Donc, ils se sont rendus compte en diminuant le nombre de follicules, ils restauraient des ovulations spontanées. Donc, après, il y en a qui ont fait des ovariectomies partielles, ils se sont rendus compte que ça marchait, mais ils ont quand même induit des insuffisances ovariennes précoces. Donc, petit à petit, ils se sont mis à reculer et puis ils ont déterminé qu'effectivement, quand on faisait un drilling avec à peu près 10 perforations, on arrivait à restaurer des ovulations spontanées sans prendre de risque sur la réserve ovarienne. Après, voilà, on estime que quand on fait 10 trous la bipolaire, ça fait 5 à 10%. Nous, on a estimé que on calcule, en fait, au bloc, on fait ça, on a un calcul où on calcule le volume de l'ovaire, on sait qu'à peu près une ablation d'une minute correspond à une destruction de 0,8 millilitres de volume, donc on calcule et en fonction, on fait entre 6 et maintenant on monte jusqu'à 10 ablations parce qu'on est plus sûr de notre technique. Avant, c'était limité à 10, maintenant on monte à 10 là, sur la, sur la nouvelle étude. Et après, pour votre deuxième question, excusez-moi, je me suis perdue. C'était... Non, non, mais c'est en faisant un seul orifice éventuellement, une seule fonction, En fait, c'est des... Pardon. comment Ouais. ça fonctionne, c'est-à-dire l'attrition tissulaire. Quand on voit comment fonctionne l'attrition tissulaire, on le voit dans d'autres techniques, hein, pour d'autres techniques chirurgicales. Je veux dire, il y a un volume intra-ovarien par un seul orifice qui, à mon avis, doit être une destruction beaucoup plus importante que si vous faites plusieurs ponctions qui permettent d'avoir plus le cortex sans avoir tout vous parlez de ne pas détruire les petits ovules derrière.
Alors, en fait, on détruit pas les petits ovules, les follicules en trop, parce que la radiofréquence, elle va pas marcher dans l'eau. Donc déjà, la machine, elle se lance pas quand on est dans l'eau, et c'est un modèle de sécurité aussi, parce que quand vous avez dépassé l'ovaire et que vous êtes dans du digestif, la machine se lance pas, parce que c'est un système d'impédance qui fait que ça marche pas. Donc quand on est dans le liquide du follicule antral, ça marche pas non plus. Et donc, on va être vraiment que dans de la destruction du cortex, mais les ovaires polykystiques, ils ont un très gros volume, on est en moyenne de 20 à 25 millilitres. Et donc, en fait, on va arriver en partant du plus profond, en reculant, vous arrivez déjà à faire 3 ou 4 ablations. Voilà. Et donc, après, souvent, on fait un deuxième point d'entrée parce qu'effectivement, on ne va pas repasser là où on est passé. Et en fonction de l'axe de l'ovaire, on est parfois obligé de faire effectivement 2 ponctions. Oui, ce qui marche, enfin, ça marche pas à cause de la résistivité, non? C'est pas la résistivité que c'est. Oui, oui, exactement. Ouais. Oui. Moi, J'ai une je voulais juste question. faire une remarque là sur, parce que comme remarque Adjid, moi je fais de la chirurgie bariatrique, je trouve ça quand même beaucoup plus élégant pour faire des enfants, votre technique, que nos interventions. Moi je suis très fier comme toi de pouvoir obtenir des bébés à la demande de nos collègues gynécos en faisant cette chirurgie, mais c'est plus élégant. Et je voudrais vous poser une question là. Euh, donc là, c'est de la radiofréquence. Oui. Et pourquoi pas des ultrasons? Pourquoi pas d'électroporation? Pourquoi pas Alors, de la cryothérapie? c'est une bonne question. On est parti sur la radiofréquence vraiment bipolaire pour avoir le moins de diffusion possible de la chaleur. Voilà. Mais Vous baladez avec votre générateur, la sonde, exactement. l'électrode et ça suffit. Ça suffit, Ouais. exactement. Et en fait, quand même, les ultrasons, c'est plutôt des appareils qui sont plutôt externes. Donc là, les ovaires, c'est petit. C'est des patients quand même qui sont souvent en surpoids. C'est pour ça qu'on est parti vraiment sur quelque chose d'interne avec Non, mais je pose cette l'électrode. question parce que ce que vous faites, c'est une technique d'avenir, c'est la nouvelle chirurgie, notre thème. Mmh. Vous faites d'ailleurs en Pour les fibres. consultation, enfin voilà, bon. Mmh. Mais l'ultrason, il n'y a même pas d'incision. Mmh. C'est encore plus élégant. Je suis d'accord, C'est un mais challenge pour vous. ouais. Après, excusez-moi, pour revenir à la chirurgie bariatrique, quand même, l'intérêt, c'est le pronostic de la grossesse derrière. C'est vrai qu'avoir une grossesse avec un IMC à 40 et un IMC à 30, c'est pas tout à fait le même pronostic. Mais voilà. Non, Mais je suis d'accord. C'est euh, sûr. je souhaite ajouter que le syndrome des ovaires polykystiques est souvent associé au diabète de type 2 Mhm. et à la stéatose hépatique, voire la NASH. Et l'amaigrissement, grâce à la chirurgie bariatrique, permet aussi de traiter tout ça. Après, si je peux me permettre, vous voyez les cas un petit peu extrêmes. Après, il y a des OPK avec un IMC à 28 et qui n'ont pas toutes ces complications et qui, après un drilling, comme vous disiez, ont des enfants à la maison comme tout le monde et c'est Et assez élégant. une autre question, mais qui est dans un domaine un petit peu différent c'est le domaine réglementaire. Donc, il me Mhm. semble très intéressant aussi. La structure de l'entreprise, c'est quoi? C'est une spin-off de Bicêtre ou c'est une. Effectivement, vous faites bien. J'ai oublié de parler de la start-up, mais Elf, je me suis emballée dans C'est la. intéressant parce que C'est une ça start-up ça va américaine. nous faire réfléchir Mm. au parcours FDA Mm. et le parcours. Non, non, vous avez tout à fait raison, et c'est une erreur de ma part. Je me suis emballée sur la clinique. C'est une start-up qui s'appelle May Health, qui depuis le début nous suit, hein, depuis les premiers essais sur la vache à Londres, et qui est une start-up qui est montée. Et puis on lève des fonds. Là, on a pour l'étude Donc, randomisée, on est en train de lever des fonds. elle est UK. Elle est dans Elle est quel? américaine. Hein? Elle est américaine au départ, Ah, la d'accord. start-up. Oui. Ok, d'accord. Mm. Bien. Si, Moi, j'avais question. une dernière question. Combien de temps ça marche? Et est-ce qu'il faut le refaire à chaque désir de grossesse ou est-ce que... Normalement, ça dure, on dit dans la littérature, c'est 9 ans. Voilà, c'est une moyenne. Mais c'est pour ça, c'est aussi l'intérêt, hein, c'est que quand vous faites une stimulation avec des gonadotrophines, à chaque enfant, il faut recommencer. Là, le drilling, c'est une durée au long cours. Et donc, il y a des femmes, après un drilling, qui ont plusieurs enfants. Voilà, typiquement, moi, j'ai une des patientes, une des premières qu'a fait, pardon, qu'on a traitée, qui est déjà à sa 3e grossesse, là, spontanée. Donc, voilà. Bien, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, bravo.